Lorsqu'un père souleva le drap à la morgue, il crut que le monde s'était arrêté. Sa propre fille gisait sur la table d'autopsie. Mais lorsque la jeune fille, morte, prit une inspiration, toute la ville fut témoin d'une seconde chance, et la vie du père changea à jamais. La vieille horloge accrochée au mur indiquait qu'il était presque 20 heures. Le docteur Álvaro Medina avait terminé son service depuis plus d'1 heure, mais il était toujours assis sur une chaise dure derrière un bureau couvert de papier froissé. La pièce sentait le désinfectant et le café froid. La lumière blanche du plafond donnait à tout un aspect fatigué et un peu triste. Il se frotta les yeux avec les doigts, appuya sur l'arête de son nez, essayant de chasser la lourdeur qui lui pesait sur la tête. « C'est reparti », marmonna Medina avec un sourire fatigué. Il ajusta ses lunettes, prit un autre formulaire, vérifia un nom, un numéro, une signature. C'était toujours la même chose. Rapport, dossier, demande d'examen, certificats à l'hôpital San Miguel del Rio. Il faisait tout. Médecin généraliste, médecin de garde, médecin légiste, presque psychologue pour les patients, et il trouvait encore le temps d'écouter les problèmes du personnel. Médecin généraliste, médecin de garde, médecin légiste, presque psychologue pour les patients, et il trouvait encore le temps d'écouter les problèmes du personnel dans le couloir. Un morceau de papier tomba de la pile et glissa sur le sol. Il se baissa lentement, ses vertèbres craquèrent. « Allez, dos, tiens bon encore un peu », marmonna-t-il en riant tout seul. Dehors, les bruits étaient les mêmes que d'habitude. Des pas précipités, les roues d'une civière qui traînait, quelqu'un qui toussait dans le couloir, un bébé qui pleurait au loin. L'hôpital ne dormait jamais, mais il voulait juste sortir de là, prendre le bus vide de 9 heures, rentrer chez lui et entendre la voix de sa fille qui disait « Papa, tu es rentré ». Il pensait au dîner simple qu'il pourrait préparer, un œuf au plat, du poulet rôti, du riz. Il pensait aussi à la petite conversation avant de se coucher, à son rire lorsqu'elle lui racontait quelque chose à propos de l'université. Cette pensée lui donnait toujours un peu de force. Álvaro tendit le bras, prit le stylo, signa un autre document, puis un autre. Sa main était déjà lourde. « Encore 3, Medina, encore 3, dit-il doucement, comme s'il essayait de négocier avec sa propre fatigue. En vérité, son corps réclamait à grands cris un lit. Mais son cœur avait déjà appris à vivre en retardant le repos. Il regarda par la petite fenêtre du salon. Le ciel était sombre et quelques lumières de la ville clignotaient au loin. San Miguel del Rio était petit, mais il semblait immense quand on ne pouvait plus continuer. Soudain, un silence étrange envahit le couloir pendant quelques secondes. Un silence lourd, différent. Álvaro le ressentit sans savoir comment l'expliquer. Il leva la tête, le stylo suspendu dans les airs. Puis le bruit revint, mais plus agité, des pas plus rapides, un appel plus fort, une voix demandant quelque chose de manière urgente. Son cœur s'emballa un peu. Les années passées à l'hôpital lui avaient appris que l'atmosphère changeait lorsqu'une urgence grave survenait. La poignée de la porte tourna brusquement. La porte s'ouvrit avec force, heurtant le mur. L'infirmière Lucia entra, trébuchant presque, le visage rouge, les yeux écarquillés, les cheveux rassemblés à la hâte, quelques mèches collées à son front en sueur. « Docteur », dit-elle, haletante, agrippée au cadre de la porte. « Docteur, une victime d'un délit de fuite est arrivée. Je sais que vous devriez déjà être parti, mais pouvez-vous voir ce dernier cas ?» Il se redressa instantanément sur sa chaise, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur en lui. « Où ?» demanda-t-il, déjà debout, la voix ferme mais fatiguée. « Que s'est-il passé ?»« Elle est aux urgences. » Lucia déglutit, baissa les yeux une seconde comme si elle ne voulait pas dire le reste. Malheureusement, elle prit une profonde inspiration. Malheureusement, elle n'a pas survécu. Ces 3 mots étaient toujours les mêmes, mais ils ne faisaient jamais aussi mal. Il n'a pas survécu. Ils pénétrèrent dans son oreille et allèrent directement dans sa poitrine. Álvaro resta silencieux, les yeux fixés sur l'horloge accrochée au mur, comme s'il cherchait une excuse. « Mon service est terminé. Je suis épuisé. Quelqu'un d'autre peut le faire. » Mais il connaissait déjà la réponse avant même d'y avoir réfléchi. Il était le seul à pratiquer les autopsies, le seul à signer les certificats de décès dans cet hôpital, le seul autorisé à examiner le corps, à remplir les papiers, à parler à la famille si nécessaire. Il était le seul. Il prit une autre profonde inspiration et posa le stylo sur la table. La pointe fit un petit tic-tac en touchant le bois. « Depuis combien de temps est-elle ici ?» demanda-t-il en ouvrant le tiroir pour prendre ses gants. « Il y a environ 7 minutes, » répondit Lucia. Elle bougeait nerveusement ses mains. Ils l'ont amenée dans une camionnette. Il n'y avait pas le temps de faire quoi que ce soit, docteur. Les gens sont dehors, très énervés. Il ferma le tiroir d'un geste brusque.
Quelqu'un a appelé la police, demanda-t-il automatiquement, comme s'il suivait un script qu'il connaissait déjà par cœur. Oui, ils ont déjà été prévenus, répondit-elle rapidement. Mais la famille ne sait toujours pas qui elle est. Elle n'avait aucun papier sur elle. Ils ont juste dit qu'elle était jeune, très jeune, jeune. Ce mot le frappa profondément. Chaque fois qu'on lui disait « jeune », une partie de lui se sentait plus lourde. La mort d'une personne âgée pouvait en quelque sorte avoir un sens dans son esprit, mais celle d'une personne jeune lui faisait toujours mal différemment. Il était déjà en train de quitter la pièce lorsqu'il fit 2 pas en arrière, prit ses lunettes sur la table, il les avait oubliées, et les mit soigneusement. Il ne pouvait rien voir de flou à ce moment-là. Lucia observait chacun de ses gestes sans le quitter des yeux. Elle connaissait le docteur Medina. Elle savait que derrière son calme apparent se cachait un homme qui souffrait chaque fois qu'une personne arrivait sans vie. « Docteur, dit-elle plus doucement, si vous voulez, je peux appeler quelqu'un de la capitale pour l'autopsie. Ou demain. » Il secoua la tête, coupant sa phrase. « Il n'y aura personne demain. »« Lucia, et vous le savez, » répondit-elle avec un sourire triste. « Allons-y maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser là. » Elle acquiesça, se mordant la lèvre comme si elle savait que c'était vrai, mais voulait quand même une autre option. Les deux marchèrent dans le couloir. Les murs étaient d'un blanc déjà triste. « Allons-y maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser là. » Elle acquiesça, se mordant la lèvre comme quelqu'un qui sait que c'est vrai, mais veut quand même une autre option. Les deux marchèrent dans le couloir. Les murs étaient d'un blanc qui avait trop vu. Quelques images de travers tentaient d'égayer l'atmosphère avec des phrases motivantes et des dessins de fleurs. Mais cela n'aidait pas beaucoup. L'odeur de l'hôpital atténuait toute tentative de couleur. En marchant, Alvaro sentait le poids du manteau sur ses épaules, la poche avec le stéthoscope, quelques papiers pliés, un stylo qui tachait toujours d'encre bleue. La fatigue rendait le manteau plus lourd que d'habitude. Un patient allongé sur un brancard dans le couloir tenta de l'appeler « Docteur, quand vous aurez un moment… » Il lui toucha simplement l'épaule sans s'arrêter. « Je reviens tout de suite. Oui, attendez un instant. » Il ne savait pas s'il allait vraiment pouvoir revenir, mais il ne le dit pas de manière négative. C'était sa façon de calmer les gens sans faire de promesses excessives. Alors qu'il tournait au coin qui menait à la morgue, l'agitation de l'hôpital s'estompait. Moins de voix, moins de bruit de pas, moins de vie. Chaque fois qu'il marchait dans cette direction, il avait l'impression de quitter le monde des vivants et d'entrer dans un autre endroit, silencieux et froid, où personne ne se plaignait de la douleur, mais où personne n'avait non plus la chance de guérir. Les lumières y étaient également différentes, un peu plus tamisées, certaines clignotant comme si l'hôpital disait « Personne ne vient ici pour le plaisir, je n'ai donc pas besoin d'être belle ». Alvaro enfila ses gants avec le geste automatique de quelqu'un qui a fait cela 1000 fois. Le latex craquait sur ses poignets. Il frotta une main contre l'autre, sentant le toucher sec du matériau. Lucia marchait un demi-pas derrière lui, regardant tantôt le sol, tantôt son dos. « Ont-ils dit autre chose ?» demanda-t-il, essayant de se souvenir de ce que Lucia lui avait dit à la hâte. « Oui, ils ont dit qu'elle marchait sur le trottoir quand elle est soudainement tombée. » Lucia parlait lentement, comme si elle se souvenait. Une moto arrivait lentement. Le motard n'a pas pu freiner à temps et l'a heurté sur le côté, mais ils disent que le choc n'était pas très violent. Le conducteur s'est cassé la jambe, mais il était conscient. Elle était déjà inconsciente quand ils l'ont ramassée. Alvaro fronça les sourcils. Il ne ralentit pas, mais son esprit se mit à tourner à toute vitesse. Elle était déjà inconsciente avant l'impact. Il le répéta comme s'il le notait mentalement. « C'est ce que disent les témoins », répondit Lucia. Une femme qui était là et qui pleurait a dit qu'elle s'était effondrée, comme si la lumière à l'intérieur d'elle s'était éteinte. Cette phrase tournait en boucle dans sa tête. La lumière à l'intérieur s'était éteinte. Il pensa à des problèmes cardiaques, des arythmies, des anévrismes, la tension artérielle, 1000 possibilités. L'esprit d'un médecin ne se repose jamais, même lorsque son cœur ne demande qu'à rentrer chez lui. Ils arrivèrent devant la lourde porte métallique menant à la morgue. C'était une porte grise et froide, avec une petite fenêtre opaque derrière. Derrière cette porte se trouvait la fin de nombreuses histoires. Il s'arrêta un instant, la main sur la poignée, juste un instant, mais pour un homme fatigué, cet instant était presque une demande de pause, presque une prière silencieuse. Que ce soit rapide, que je fasse bien mon travail, que la famille puisse le supporter. Il prit une profonde inspiration. Lucia remarqua cette pause. « Docteur, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il ne se tourna pas vers elle, mais répondit, toujours en regardant la porte. « Ça ne va jamais ici, Lucia, mais allons-y. » Il tourna la poignée et un vent froid s'échappa de l'intérieur.
mêlant l'odeur des produits chimiques à cette autre odeur qu'il connaissait si bien, qui n'était pas exactement celle de la mort, mais celle de l'absence. L'absence de chaleur, de voix, de mouvement. La lumière à l'intérieur était encore plus blanche, tout était métal brillant et froid, de grands tiroirs, la table en acier au centre, quelques instruments recouverts de tissus stérilisés. Dans un coin, un drap blanc recouvrant un corps allongé. Alvaro fit quelques pas à l'intérieur, sentant l'écho de ses chaussures sur le sol, chaque pas semblant plus lourd que le précédent, comme s'il marchait avec des sacs de sable attachés aux pieds. Lucia resta près de la porte, comme elle le faisait toujours, pour l'aider, mais elle savait qu'il aimait être seul dans ce premier moment. Il s'approcha de la table et ferma les yeux un instant. Ce n'était pas par crainte de ce qu'il allait voir. Les médecins légistes ne pouvaient plus avoir ce genre de crainte, c'était par respect. Il faisait toujours cela, une seconde de silence pour quelqu'un qui venait d'arriver là, sans l'avoir choisi. « Voyons ce qui t'est arrivé, petite fille », murmura-t-il, presque dans un souffle, ne sachant rien de celle qui se trouvait là, mais parlant tendrement comme si elle était la fille de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Avant qu'Alvaro ne touche le drap, il entendit des pas rapides derrière lui. Ce n'étaient pas les pas lourds de quelqu'un habitué à l'hôpital. C'étaient des pas courts, saccadés, comme si la personne était sur le point de tomber. Lorsqu'il se retourna, il vit un garçon maigre d'une vingtaine d'années. Il tremblait tellement qu'on aurait dit que tout son corps vibrait. Ses yeux étaient rouges, sa respiration était très courte et sa poitrine se soulevait et s'abaissait comme s'il avait couru un marathon. « Docteur, docteur, s'il vous plaît ». Le garçon s'étouffa avec ces mots, s'essuyant le nez avec la manche de son t-shirt. « C'est moi qui l'ai amené, c'était moi ». Alvaro fit un pas vers lui, parlant d'une voix basse et calme, sans se précipiter, comme il le faisait quand quelqu'un était sur le point de s'évanouir. « Calme-toi, mon garçon. Respire. Comment tu t'appelles ? C'est toi qui as raconté à l'infirmière ce qui s'est passé ?» demanda-t-il en posant sa main sur l'épaule du garçon. « Oui, Matteo, » répondit-il, presque sans voix. « Je m'appelle Matteo. » Lucia tenta de l'aider en lui caressant le dos. « Allez, Matteo, assieds-toi un instant, » dit-elle en lui montrant une chaise près du mur. Mais il secoua rapidement la tête, refusant les yeux écarquillés, insistant. « Non, non, docteur, je dois vous raconter ce qui s'est passé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. » Son désespoir était si réel qu'Alvaro ne discuta pas. Il se contenta de se tenir devant lui, attentif. « D'accord, » dit-il. « Raconte-moi tout ce que tu as déjà dit à l'infirmière et tout ce dont tu te souviens. » Matteo déglutit. Sa main droite s'ouvrait et se refermait, s'ouvrait et se refermait, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Elle marchait normalement sur le trottoir. Elle commença à regarder le sol. Elle n'allait pas vite. Elle ne courait pas du tout. Elle marchait simplement. Il appuya son poing contre son front comme s'il en avait envie et soudain, sa voix se brisa. Il fit un geste de la main comme quelqu'un qui laisse tomber quelque chose. Soudain, elle tomba, comme une pierre, sans tendre la main, sans essayer de s'agripper à quoi que ce soit. Alvaro écouta sans ciller la façon dont le garçon racontait l'histoire, la façon dont il imitait la chute dans les airs, montrant qu'il revivait la scène à cet instant précis. « Elle est tombée sur le côté », demanda le médecin d'un ton tout aussi calme. « Oui, oui, sur le côté », confirma Matteo, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur d'elle. Vous savez, une seconde elle était debout et la suivante, boum, elle était par terre. Il ouvrit grand les yeux, se souvenant de la scène. J'ai crié. Tout le monde dans la rue s'est arrêté. Une femme s'est mise à prier, une autre a appelé quelqu'un au téléphone. Je me suis approché d'elle et sa voix s'est à nouveau brisée. Docteur, je l'ai touchée et elle ne bougeait pas. Ses doigts tremblaient tellement qu'on aurait dit qu'ils allaient tomber. Alvaro a pris une profonde inspiration, essayant d'organiser les informations tout en regardant le garçon clairement dévasté et en pensant à la moto. Il a demandé comment cela s'était passé. Matteo a fermé les yeux comme si c'était la partie la plus difficile. Une moto arrivait lentement, très lentement, docteur. Le motard roulait vraiment lentement. Je l'ai vu. Ce n'était pas sa faute si elle est tombée. Il a essayé de freiner, mais il était déjà sur elle. Il l'a heurtée sur le côté, un choc qui ne semblait pas mortel. Les mots sortaient par saccades, comme s'il devait cracher chaque syllabe. Il a montré sa propre jambe. Le motard s'est cassé la jambe et a crié de douleur, mais elle était déjà... Il s'étouffa, la gorge serrée. Docteur, elle était déjà inconsciente avant que la moto ne la percute. Lucia lui tendit un mouchoir. Matteo le prit sans le regarder, le serrant simplement entre ses doigts. Nous avons essayé de la soulever. 2 hommes m'ont aidé, mais il prit une profonde inspiration, la poitrine tremblante. Quand j'ai mis ma main près de son nez, rien, docteur, rien, pas même un souffle. Ses yeux se remplirent de larmes.
J'ai dit « Respire s'il te plaît, respire ». Et rien. Il pleura, la tête baissée. Docteur, elle ne respirait pas, même si elle n'était pas gravement blessée. Elle n'avait presque plus de sang, presque plus rien, mais elle était sans vie. Alvaro sentit tout son corps se glacer à ces mots. Il jeta un coup d'œil sur le drap blanc derrière lui, le corps immobile sous le drap qui l'attendait. Matteo a dit, en faisant un pas en avant, « Tu as bien fait de l'amener ici. Tu as essayé de l'aider. C'est déjà beaucoup. Personne ne peut demander plus. » Mais le garçon a secoué vigoureusement la tête. « Non, docteur. Non, j'aurais dû faire plus, » a-t-il sangloté. « Je l'ai appelée, mais elle n'a pas ouvert les yeux. Elle n'a pas bougé. C'était comme si... » Il ne pouvait pas finir. Sa gorge se serra. Lucia lui toucha doucement le bras. « Matteo, tu as fait ce que tu pouvais. Respire, s'il te plaît. Regarde-moi. » Il la regarda avec des yeux pleins de honte et de tristesse. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis désolé, mais voir quelqu'un d'aussi jeune partir si vite, sans prévenir, il se frappa la poitrine comme s'il voulait enlever un poids. Ça m'a brisé. Je n'arrive pas à me sortir cette image de la tête. » Alvaro sentit un nœud se former dans sa propre poitrine. Il avait vu beaucoup de gens arriver dans cet état, mais il y avait quelque chose de différent chez ce garçon, quelque chose dans sa façon de parler, dans la manière dont il serrait le mouchoir dans sa main tremblante, montrant que tout cela l'avait frappé comme un coup de tonnerre. « Tu l'as amené ici tout seul ?» demanda Alvaro. Matteo acquiesça, s'essuyant rapidement le visage, presque comme s'il s'excusait de pleurer. « J'ai demandé de l'aide, mais tout le monde était très nerveux. L'ambulance mettait trop de temps. Un homme m'a aidé à la mettre dans le camion, et j'ai conduit aussi vite que possible, docteur, aussi vite que possible, soupira-t-il, abattu. Mais je pense qu'il était déjà trop tard. » Alvaro resta silencieux pendant quelques secondes. Ce n'était pas un silence dur ou froid, mais un silence lourd, plein de respect, le silence de quelqu'un qui portait déjà beaucoup de tristesse sur ses épaules. « Mon garçon, dit-il enfin, personne, absolument personne, ne sait quand quelque chose comme ça va arriver. Tu as fait ce que toute personne de bonne volonté aurait fait, et tu l'as fait rapidement. C'est important, c'est très important. » Matteo se mordit la lèvre, essayant de ne pas pleurer à nouveau. « Docteur, dit-il en regardant Alvaro dans les yeux pour la première fois, je veux juste savoir une chose. A-t-elle souffert ?» Alvaro regarda le corps recouvert sur la table, regarda à nouveau le garçon et répondit par une simple vérité. « D'après tout ce que tu m'as dit, je pense que ça l'a été rapide, très rapide. Peut-être qu'elle n'a même pas vu la moto. » Matteo ferma les yeux, laissant 2 larmes couler sur son menton. Il acquiesça lentement. « Merci, docteur, » murmura-t-il. « Merci, Alvaro. » Il posa à nouveau sa main sur son épaule, ferme et calme. « Va te reposer, Lucia t'accompagnera dehors. Je vais m'occuper d'elle maintenant. » Le garçon prit une profonde inspiration, tremblant encore, et accepta lorsque Lucia le conduisit à la porte. Matteo jeta un dernier regard sur le drap blanc posé sur la table, avec un mélange de culpabilité, de peur et d'une grande tristesse pour quelqu'un d'aussi jeune. La porte se referma lentement derrière lui, et la chambre d'hôpital retrouva son silence glacial. Alvaro resta seul dans la pièce froide, seul le doux bruit de la climatisation remplissant l'espace. La porte derrière lui bougea encore un peu après le départ de Matteo. Il prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Il ramassa le rapport qui avait été laissé sur le plateau métallique. Un simple morceau de papier avec quelques notes rapides, rien qui indiquait qui était la jeune femme, âgée d'environ 20 ans, sans papier. Il passa son pouce sur le coin du papier, comme si cela pouvait le préparer. Mais ce ne fut pas le cas. Cela ne l'avait jamais été. La lumière blanche au-dessus rendait tout trop brillant, trop froid. Il marcha lentement vers la table, comme un homme s'approchant d'un endroit où le sol pourrait s'effondrer. Il s'approcha du corps. Le drap recouvrait tout. Les épaules, le visage, les pieds. Cela ressemblait à un corps parmi tant d'autres, mais quelque chose en lui, un vieil instinct, lui noua l'estomac. Un sentiment stupide, presque enfantin, qui lui disait qu'il devait s'arrêter un instant, respirer calmement. Il n'écouta pas ce sentiment. Il saisit le coin du drap du bout des doigts et, dans ce petit contact, il sentit la froideur du tissu qui recouvrait quelqu'un qui n'avait plus de voix. « Allez » marmonna-t-il pour lui-même. Il souleva lentement le drap, d'abord la poitrine, puis le cou, et lorsque le visage apparut, lorsque les cheveux tombèrent sur le côté, lorsque la lumière toucha la peau pâle, le monde entier s'arrêta. Il s'arrêta si fortement que son propre corps se figea. Le drap était coincé entre ses doigts. L'air ne rentrait ni ne sortait plus, puis le son vint, un son brisé, presque animal. « Non, 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 non !» répéta-t-il en reculant d'un pas comme s'il pouvait arrêter de voir. « Non, mon Dieu, non, ce n'est pas possible !» Il porta une main à sa bouche et l'autre à son front. «
Ses yeux brûlaient, son corps tremblait, car le visage qui se trouvait là, ce visage, n'était pas celui d'un étranger. C'était Mariana, sa petite fille, la petite fille aux cheveux noirs qui courait dans le jardin avec ses pantoufles à l'envers, l'adolescente qui laissait des petits mots dans son assiette, la jeune femme au sourire timide, cachant toujours le fait que son cœur s'arrêtait parfois de battre, sa fille Mariana. Sa voix se brisa, sortant à peine. « Ma fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Il tomba à genoux, comme si quelqu'un l'avait poussé. Il essaya de s'appuyer sur la table, mais n'y parvint pas. Sa main glissa. Il tomba complètement, sans force. C'était comme si tout l'hôpital était devenu sourd, comme si tout autour de lui avait disparu. Seule elle, le drap et le froid existaient. Ses doigts atteignirent de la table et il se releva, maladroit comme un homme brisé. Il se remit debout, mais ses jambes tremblaient tellement qu'elles faillirent se dérober sous lui. Il toucha son visage du bout des doigts, avec la douceur de quelqu'un qui touche quelque chose de sacré. « Ma Marianita », murmura-t-il en pleurant sans pouvoir se contrôler. « Ma chérie, pourquoi étais-tu seule? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» Sa poitrine lui faisait mal d'une manière qu'aucun médicament ne pouvait guérir. C'était la douleur d'un père, une douleur qui vous coupe le souffle, une douleur qui brûle à l'intérieur. Sa vision se brouilla sous l'effet des larmes. Il ferma les yeux très fort, mais lorsqu'il les rouvrit, son visage était toujours là, immobile, froid, et pire encore, il savait que ce corps-là, cette fragilité, ce destin horrible, il le savait depuis le premier jour où il avait tenu Mariana nouveau-née dans ses bras, lorsque le médecin lui avait dit qu'elle avait un problème cardiaque, qu'elle aurait besoin de soins pour le reste de sa vie. Alvaro respira, mais l'air n'entra qu'à moitié dans ses poumons, comme s'il s'était enfermé. « J'ai tellement pris soin de toi », dit-il en appuyant son front contre le sien. « Tellement, ma fille, tout ce temps, et même ainsi, il ne put finir. Sa gorge se serra, et une larme tomba sur son visage froid. Il passa doucement son pouce, comme pour nettoyer quelque chose qui pourrait lui faire mal. Les souvenirs affluèrent, lui cuisinant tard parce qu'elle était faible, lui travaillant 36 heures pour payer les médicaments, lui cachant ses dettes pour ne pas l'inquiéter, lui posant sa main sur sa poitrine chaque nuit, craignant de ne plus sentir son cœur battre. Et maintenant, elle était là, et le monde lui avait été arraché des mains. Alvaro perdit le contrôle et poussa un cri fort et laid, le genre de cri que l'on pousse quand on veut juste que tout s'arrête. Non, non, non. Le cri heurta les murs froids et se propagea dans le couloir où 2 infirmières s'arrêtèrent, ne sachant pas si elles devaient entrer. Il prit le visage de sa fille entre ses mains, comme pour la supplier de revenir. « Ma fille, ma belle-fille », sanglota-t-il. « Papa est là, je suis là. » Son monde se réduisait à un corps sous un drap blanc et à la douleur d'un père qui n'aurait jamais imaginé qu'il soulèverait ce tissu pour voir son propre cœur gisant là. Là, ses jambes se sont dérobées sous lui, comme si elles avaient été retirées. Le sol froid a heurté ses genoux, mais il ne l'a même pas senti. Il ne sentait que sa main trembler, la main qui, quelques secondes auparavant, avait touché le visage de sa fille, un visage qu'il connaissait depuis qu'elle pouvait tenir entièrement dans ses bras. Il a posé son front sur le métal de la table, essayant de respirer, mais l'air ne voulait pas entrer. Son corps tremblait comme celui d'un enfant. Effrayé, il murmura « Mon Dieu !» étouffé. « Mon Dieu, non, ne me faites pas ça !» Le son qui sortait de sa bouche n'était pas celui d'un médecin, mais celui d'un père brisé, un cri profond, lourd et humide, un cri qui venait d'années et d'années de peur refoulée. Il sanglotait de manière incontrôlable, la bouche ouverte, essayant de reprendre son souffle, les mains tirant sur sa blouse comme s'il essayait de retenir son âme pour qu'elle ne s'en aille pas. La porte de la morgue s'ouvrit lentement. 2 infirmiers entrèrent, Javier et Rosa. Ils restèrent tous 2 immobiles, paralysés. Ils avaient déjà vu des familles pleurer, mais jamais un médecin comme celui-ci. Jamais quelqu'un d'aussi fort, d'aussi calme, d'aussi dévoué, détruit de cette manière. « Docteur », tenta de dire Javier, mais sa voix sortit doucement. Alvaro leva lentement la tête, les yeux très rouges, le souffle court, presque un sanglot à chaque respiration. Il secoua vigoureusement la tête, pointant la porte. « Partez, s'il vous plaît », dit-il d'une voix trop brisée. « Laissez-moi seul avec elle. De signer. » Les infirmières se regardèrent. Rosa porta la main à sa bouche. Xavier fit un pas en avant comme pour insister, mais s'arrêta. Il comprit. Seul Alvaro pouvait signer. Seul Alvaro pouvait l'examiner. Seul Alvaro avait le droit de toucher ce corps avec le regard de quelqu'un qui connaissait chaque cicatrice depuis son enfance. Ils reculèrent et sortirent silencieusement, fermant la porte avec précaution,
comme s'il fermait la porte d'une pièce où un cœur était brisé. Alvaro resta allongé sur le sol pendant quelques minutes, qui lui semblèrent une éternité. Puis, avec beaucoup d'efforts, il rampait jusqu'à la chaise près de la table et s'assit sans quitter sa fille des yeux. Sa main chercha la sienne, cette petite main qu'il tenait quand elle avait de la fièvre, quand elle avait peur, quand elle demandait si elle aurait une vie normale avec ce cœur fragile. Il lui tint la main comme lorsqu'elle était bébé, avec précaution, avec amour, craignant de serrer trop fort. Et il resta ainsi pendant plusieurs minutes, puis encore plusieurs minutes, presque une heure entière. Le temps semblait s'être arrêté. C'était comme si tout l'hôpital s'était figé par respect pour sa douleur. Il parla doucement, presque sans voix, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui dormait. « Ma fille, pourquoi es-tu partie comme ça ?» murmura-t-il, posant son visage sur sa main. « Pardonne-moi, j'aurais dû mieux prendre soin de toi. J'aurais dû être avec toi. Pas comme ça, pas seul, mon amour. » Chaque mot semblait lui déchirer le cœur. C'était un déferlement qu'il avait gardé en lui pendant des années, une peur à laquelle il évitait même de penser. Ses larmes tombaient sur sa main froide, et il les essuyait avec ses doigts, comme s'il pouvait encore la protéger de tout. Parfois, il essayait de prendre une profonde inspiration, mais sa respiration était courte et saccadée, presque un sanglot. Bloqué. Quelqu'un frappa à la porte lentement, sans force, juste un petit coup. Il ne se retourna même pas. « Le médecin est là. Tout va bien ?» demanda la voix d'une infirmière de l'autre côté. Alvaro ferma les yeux, souffrant. Il ne voulait écouter personne. Il ne voulait rien expliquer. Il ne voulait pas partir de là. Il répondit simplement sans lever les yeux, sans relever la tête. « Partez, s'il vous plaît. Laissez-nous seuls. » Et le couloir redevint silencieux. Là, seul avec sa fille, il ressemblait à un homme essayant d'arrêter le temps de ses propres mains, essayant d'empêcher le monde de continuer sans elle, essayant de convaincre Dieu, la vie, peu importe, que c'était une erreur. Son adieu n'était pas un adieu, c'était un déni. Il ne pouvait pas l'accepter, il ne pouvait pas se lever, il ne pouvait pas imaginer que derrière cette porte, il y avait un monde vivant, alors qu'elle, sa petite fille, était allongée là, immobile. Il pressa sa main contre sa poitrine comme s'il voulait la réchauffer, comme s'il voulait la ramener à la vie par la seule force de son amour, et il pleura. Il pleura jusqu'à en perdre la voix, il pleura jusqu'à épuiser son corps. Il pleura comme un père qui avait tout perdu, car à ce moment-là, elle était tout pour lui. La pièce était si silencieuse que le moindre bruit semblait énorme. Après avoir tant pleuré, le corps d'Alvaro était mou, fatigué, lourd. Il passa sa main sur son visage, prit une profonde inspiration et essaya de se lever. Ses jambes tremblaient. On aurait dit qu'il avait vieilli de 20 ans en une seule heure. Il savait qu'il devait commencer l'examen. Il savait qu'il devait faire ce qu'il faisait toujours, même si son cœur était brisé. Mais lorsqu'il s'approcha de la table, sa main s'arrêta dans les airs. Il enfila ses gants lentement, comme si chaque doigt portait un poids invisible. Le bruit du latex contre la peau remplit le vide de la pièce. « Allez, Alvaro », murmura-t-il pour lui-même, « fais ton travail pour elle. » Il saisit le stéthoscope d'une main tremblante, regarda le visage pâle de Mariana et prit une profonde inspiration, préparant son corps à endurer ce qui allait arriver. Mais avant qu'il ait pu placer le stéthoscope sur sa poitrine, quelque chose interrompit tout, un petit bruit, presque imperceptible, comme le soupir d'une personne endormie. Alvaro se figea, le stéthoscope tomba de sa main et heurta le sol avec un bruit sourd qui résonna dans toute la morgue. Il murmura, le souffle coupé. Le bruit se reproduisit, un léger souffle comme de l'air qui s'échappe. Ce n'était pas son imagination ou un souvenir, c'était réel. Son cœur se mit à battre si fort que sa poitrine lui brûlait. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, le souffle coupé. Il s'approcha lentement du visage de sa fille, comme quelqu'un qui aurait peur d'effrayer un petit oiseau. Puis il vit ses paupières bouger légèrement, très légèrement, presque un tremblement. Mais elles bougeaient. Les yeux de Mariana s'ouvrirent d'1 millimètre, comme si elle revenait d'un long et profond sommeil. Puis, ils se refermèrent lentement. Alvaro porta une main à sa bouche et l'autre à sa poitrine, comme s'il essayait d'empêcher son propre cœur d'exploser. Mariana appela, presque sans voix. « Marianita, mon amour, mon amour !» Il approcha son visage du sien, si près qu'il pouvait sentir la légère odeur d'alcool sur le drap. « Ma fille, tu m'entends ? Tu m'entends, ma fille ?» murmura-t-il, la voix tremblante. Il n'y eut aucune réponse, aucun mot, mais il vit ce qu'il avait besoin de voir. Ses paupières bougèrent à nouveau, douces comme des ailes fatiguées. Alvaro passa sa main dans ses cheveux, sa paume très légère, comme si elle pouvait se briser. « Mon Dieu !» dit-il en pleurant à nouveau, mais cette fois-ci c'était un des pleurs différents.
Mon Dieu, je l'entends, c'est un soupir. C'était un soupir. Il colla son oreille contre sa poitrine, désespéré d'entendre un signe. Sa respiration trembla lorsqu'il entendit un autre son faible, presque imperceptible, comme de l'air passant à travers une porte entr'ouverte. « Mariana, ma fille, tu es là, répéta-t-il, tout son corps vibrant. « Ne me quitte pas, s'il te plaît, ne me quitte pas. » Des larmes tombèrent sur son cou, sa main serra la sienne avec précaution, implorant un signe. Et puis, très lentement, son doigt, son petit doigt, fit un petit mouvement, comme une touche fantomatique. Alvaro haleta, un sanglot sec, presque un cri étouffé. Il bougea, haleta. Ma fille bougeait. Ses yeux se remplirent d'une lueur que le monde n'avait pas vue depuis longtemps. Une lueur d'espoir, forte, urgente, désespérée. Toute la pièce semblait respirer avec ce corps presque immobile. C'était comme si l'air avait un poids, une vie, une lumière. Et lui, un père brisé, sentit à nouveau que peut-être, juste peut-être, il n'avait pas tout perdu. Il leva le visage, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte comme s'il avait oublié comment respirer. Un sanglot lui échappa sans qu'il le veuille. Et soudain, sa voix rompit le silence. « Elle est vivante !» L'écho rebondit sur les parois métalliques et le répéta plus fort, comme pour crier au monde entier. « Ma fille est vivante, ma fille est vivante !» La porte s'ouvrit brusquement. Rosa et Javier se précipitèrent à l'intérieur. « Que s'est-il passé, docteur ?» cria Rosa en se précipitant vers la table. Alvaro désigna sa fille d'une main tremblante, pleurant, riant et tremblant à la fois. Elle bougeait, elle avait un pouls, elle respirait. Javier posa sa main sur sa poitrine et ouvrit les yeux, surpris. « Docteur, oui, je suis désolé, c'est très faible, mais c'est là. » Rosa se couvrit la bouche, surprise. « Mon Dieu, elle était... » Docteur Medina, elle était déjà considérée comme « peu importe », l'interrompit Alvaro, la voix brisée. « Allez, nous devons la sauver. » Il n'attendit pas la civière, il n'attendit pas le protocole, il n'attendit rien. Il glissa ses bras sous son corps avec une force qu'il ne se connaissait pas et la tira vers sa poitrine comme s'il portait la chose la plus fragile au monde. Son corps tomba mollement sur lui, immobile, mais il la serra fort dans ses bras avec cette étreinte désespérée que seul un père en détresse peut donner. « Docteur, faites attention !» Javier essaya de l'aider. « Laissez-moi faire !» cria Alvaro, non pas agressivement, mais avec l'urgence de quelqu'un qui ne peut pas perdre une seconde. « Je vais la porter moi-même. » Il courut dans le couloir, trébuchant, se cognant contre les murs, manquant de tomber, mais il ne lâcha pas Mariana une seule seconde. Les infirmières coururent derrière lui. Le couloir était vide, mais il semblait trop étroit pour une telle précipitation. Sa blouse flottait dans son sillage. Des larmes coulèrent sur son visage. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. « Préparez la salle !» cria-t-il au premier employé qu'il vit. « Tout de suite, tout de suite !» Les gens s'écartèrent, ne comprenant pas ce qui se passait. Certains se signèrent, d'autres demandèrent ce qui s'était passé. « C'est un miracle, n'était-ce pas la fille qui... » Mais personne n'avait le temps de répondre. Alvaro poussa deux portes, manquant de renverser l'une d'elles. La lumière vive de la salle des urgences l'éblouit, révélant un homme en sueur qui pleurait, pâle mais plus déterminé que jamais. Il déposa Mariana sur la civière avec beaucoup de précaution, comme s'il y plaçait quelque chose de sacré. « Vite !» dit-il d'une voix ferme, comme si le monde devait lui obéir. « Elle a un pouls, elle respire. C'est faible, mais c'est là. » Rosa courut chercher le matériel. Javier retira le tube à oxygène du support. Une autre infirmière ajusta la civière et Alvaro resta là, à côté d'elle, lui tenant la main si fort qu'on aurait dit qu'elle allait repartir s'il la lâchait. « Tiens bon, ma fille, » murmura-t-il, le visage près du sien. « Papa est là, je ne te quitterai plus jamais. » Tout l'hôpital semblait observer la scène en retenant son souffle. Chaque seconde était une boule dans sa gorge. Chaque mouvement semblait être un combat contre la mort elle-même, et tout en lui criait la même chose. Elle était revenue, elle s'était battue, la vie n'était pas finie. Les heures qui suivirent furent floues. Des moniteurs qui bipaient, des masques, des gants, des gens qui allaient et venaient. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « J'aime » pour qu'elle puisse toucher plus de gens. Alvaro ne quitta pas le brancard de Mariana. Elle était désormais en soins intensifs, reliée à de fins câbles, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement à l'aide d'oxygène. Encore faible, encore loin, mais il resta là, debout à côté d'elle, sa main tenant son pied sous le drap comme il le faisait quand elle était enfant et avait de la fièvre. C'était sa façon de dire
Papa est là. Les infirmières chuchotaient dans un coin. Je n'ai jamais vu ça. Moi non plus. Elle disait qu'elle était déjà morte. Imaginez s'ils avaient remis le corps. Alvaro écoutait, mais ne répondait pas. Son esprit était ailleurs, en partie là, regardant les chiffres clignoter sur le moniteur cardiaque, en partie prisonnier de cette salle froide de la morgue, se souvenant du drap blanc. Un technicien est entré dans l'unité de soins intensifs avec un ordinateur portable. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires vraies comme celle-ci. Docteur, le cardiologue de la capitale est déjà en appel vidéo, dit-il. J'ai mis l'ordinateur dans l'autre pièce. Vous pouvez venir, docteur. Alvaro regarda Mariana. Sa main serra doucement son pied. Ma fille, papa va partir et revenir rapidement, murmura-t-il doucement. Je vais juste parler à un médecin. Nous allons découvrir ce qui t'est arrivé. Il se pencha et l'embrassa doucement sur le front, puis se dirigea lentement vers la petite pièce à côté de l'unité de soins intensifs, où ils avaient emplacé un ordinateur portable sur une table de fortune. L'écran était déjà allumé. De l'autre côté, un homme en blouse blanche, aux cheveux gris et au visage sérieux, portait des lunettes à monture fine. Derrière lui, un mur était recouvert de diplômes. « Bonsoir, docteur Medina », dit l'homme d'une voix ferme. « Je suis le docteur Herrera, cardiologue à l'hôpital central. » Alvaro s'assit sur une chaise, fatigué, le corps voûté comme quelqu'un qui aurait porté le poids du monde toute la journée. « Bonsoir, docteur », dit-il en le remerciant de nous recevoir si tard. Herrera fit un geste de la main comme pour dire « Ne vous inquiétez pas, Lucia m'a envoyé tous les examens de votre fille », dit-il en regardant sur le côté et en mélangeant des papiers qui n'étaient pas clairement visibles à la caméra. « Les anciens examens, l'historique que vous avez rédigé à la main, tout est là. » Alvaro déglutit difficilement lorsqu'il entendit parler de sa fille. Chaque fois que quelqu'un disait « votre fille », il avait mal à la poitrine. « Docteur », commença-t-il d'une voix brisée, « je l'ai vue à la morgue, inerte, ne respirant plus, son pouls à peine détectable. » Il ferma les yeux un instant, comme si les images lui revenaient avec force. C'était la pire chose que j'ai jamais vécue. Herrera prit une profonde inspiration et parla d'un ton calme mais direct. « Docteur Medina, ce dont souffrait votre fille n'était pas la mort. » Les mots tombèrent durs et secs. Alvaro fronça les sourcils. « Comment cela pouvait-il ne pas être la mort ? Je l'ai vu moi-même. Il n'y avait aucun signe. » Le cardiologue pencha légèrement la tête. « Docteur, je comprends votre confusion, dit-il. Mais d'après les tests et ce que vous m'avez dit, ce qu'elle a vécu correspond à ce que nous appelons la catalepsie. Dans ce cas, un épisode grave de catalepsie associé à la maladie cardiaque dont elle souffrait déjà. » Alvaro se tut, le cœur battant à tout rompre. « Catalepsie », répéta-t-il lentement. « Comme ces cas où la personne semble morte mais ne l'est pas ?» Herrera répondit. « Le corps entre dans un état de rigidité. Les muscles se raidissent, la respiration disparaît presque, le pouls chute à des niveaux très bas. L'activité cardiaque est minimale mais toujours présente. De l'extérieur, sans équipement approprié, cela ressemble à la mort, mais ce n'est pas le cas. » Les mains d'Alvaro se mirent à transpirer. Il les essuya sur son pantalon sans s'en rendre compte. « Mais docteur, les ambulanciers l'ont examinée et n'ont rien senti. Quand elle est arrivée, sa voix s'est éteinte et je l'ai vue comme si elle était un corps sans vie. » Herrera se sentit compatissant. J'ai lu le dossier. Il dit rue bruyante, moto tombée, gens qui crient, sirènes qui hurlent, pression, précipitation. Les ambulanciers ont essayé de l'examiner là, au milieu de tout cela, dans une situation extrême comme celle de sa fille, au cœur très faible. Les battements cardiaques sont si délicats, si faibles, que la moindre distraction, le moindre bruit les rend imperceptibles. Alvaro a regardé la table comme s'il avait besoin de s'y accrocher pour ne pas tomber, puis a dit à voix basse, presque effrayé par la réponse. À aucun moment, pas même une seconde, elle n'était... Herrera a terminé clairement. Mariana n'était jamais morte. Silence. Un silence lourd et épais envahit la pièce. La phrase tournait dans la tête d'Alvaro, rebondissant d'un côté à l'autre. Mariana n'était jamais morte. Ce qui vous préoccupe en ce moment, écrivez-le dans les commentaires. Il se souvenait de la morgue, du drap blanc, du cri qui lui avait donné le sentiment d'avoir tout perdu. Et maintenant, ces mots. « Docteur », dit-il, les larmes aux yeux à nouveau. Oui, s'il n'avait pas entendu ce soupir, s'il avait suivi le protocole, il n'aurait pas pu finir. Sa main tremblait sur la table de l'autre côté. Herrera fit une pause respectueuse avant de répondre. Docteur Medina dit d'une voix plus basse « Je dois être honnête avec vous, dans de nombreux cas comme celui-ci, le corps est emporté, préparé et enterré comme s'il était mort, et personne ne remarque rien. » Alvaro sentit son estomac se nouer. Une chaleur désagréable lui monta au cou. Il posa sa main sur sa poitrine,
comme pour essayer de maintenir son cœur en place afin qu'il ne tombe pas. « Êtes-vous en train de me dire, murmura-t-il avec difficulté, que ma fille aurait pu… » Il n'avait pas le courage de prononcer les derniers mots. Herrera termina soigneusement la phrase. « Oui, docteur, Mariana aurait pu être enterrée vivante. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans son cœur. Alvaro porta ses mains à son visage. Il ferma les yeux très fort, mais des larmes coulèrent quand même sur ses joues. Une image cruelle commença à se former dans son esprit. Un cercueil fermé, de la terre tombant dessus, et elle à l'intérieur, avec un cœur faible essayant de respirer, et personne pour l'entendre. Il faillit vomir de douleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il entre ses dents serrées. « Mon Dieu !» Le cardiologue continua sans dramatiser, mais sans cacher la gravité de la situation. Sa maladie cardiaque rend tout plus difficile. Son cœur est déjà faible. Il fonctionne déjà à sa limite. Lors d'un épisode de catalepsie, il descend à un niveau très bas, mais ne s'arrête pas. C'est comme si tout le corps passait en mode minimal, essayant de survivre, presque invisible mais vivant. Alvaro se souvint du petit doigt qui bougeait, du soupir doux, des paupières qui tremblaient. « C'était juste ça », murmura-t-il. « Un soupir, un petit mouvement, un son si doux. Et cela lui a sauvé la vie, dit Herrera. Et le fait que vous soyez médecin et père. D'autres n'auraient peut-être pas remarqué, mais vous êtes resté, vous étiez proche, vous avez entendu, vous avez vu et vous avez agi rapidement. » Alvaro secoua la tête, sous le choc. « Mais je l'ai emmenée à la morgue, docteur, dit-il d'un ton coupable. J'ai accepté qu'elle soit morte. Je l'ai laissée dans cet endroit froid, comme si sa voix se brisait et son effort pour continuer, comme si elle était déjà partie. » Herrera le regarda à travers l'écran avec un regard ferme, mais humain. « Vous avez fait ce que n'importe quel médecin aurait fait avec les informations dont vous disposiez à ce moment-là, » expliqua-t-il, sans signes évidents, dans un contexte d'urgence, avec des antécédents cardiaques fragiles. Tout indiquait la mort. Personne n'est formé à soupçonner une catastrophe dans tous les cas. C'est rare, très rare. Malgré tout, Alvaro ne pouvait se pardonner. Il se mordit la lèvre, furieux contre lui-même. « Je travaille avec les morts depuis des années, » dit-il d'une voix rauque, « mais je n'aurais jamais imaginé que je mettrais presque ma propre fille parmi eux. » Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, plus profondes, plus lourdes. Herrera prit une profonde inspiration. « L'important maintenant, dit-il, c'est que cela ne se soit pas produit. Vous l'avez écouté, vous l'avez vu et vous avez agi. Nous devons nous concentrer sur cela et sur la suite. Ajuster son traitement médicamenteux, prévoir un traitement plus fort pour son cœur et veiller à ce que des épisodes comme celui-ci ne se reproduisent plus. » Alvaro acquiesça, l'esprit encore loin, mais une partie de lui s'accrochait à une seule phrase. « Cela ne s'est pas produit. » Il la répéta doucement, comme pour se convaincre lui-même. « Cela ne s'est pas produit. Cela ne s'est pas produit. » Mais à l'intérieur, une vérité douloureuse le transperçait comme un couteau. Cela aurait pu se produire. Quelques minutes de plus auraient suffi. Un quart de travail de plus aurait suffi. S'il avait signé les papiers rapidement, comme il l'avait fait pour tant d'autres, cela aurait suffi. Mariana serait partie sans être morte. Il leva à nouveau les yeux et s'essuya le visage avec le dos de la main. Le docteur Herrera dit d'un ton plus ferme « Dites-moi honnêtement, c'est un miracle qu'elle soit en vie. » Le cardiologue hésita un instant. « Docteur, je n'utilise pas ce mot à la légère, répondit-il. Mais en tant que médecin, je peux dire qu'avec son état, l'épisode qu'elle a subi, l'endroit où elle se trouvait et la façon dont elle a été découverte, les chances étaient de minimes. Très, très minimes. Ce qui lui est arrivé est quelque chose que je n'ai presque jamais vu au cours de mes nombreuses années de pratique. » Alvaro esquissa un sourire triste à travers ses larmes, puis murmura « Peut-être que Dieu n'en a pas encore fini avec elle. »« Peut-être, » répondit Herrera respectueusement. « Mais pour l'instant, il n'en a pas fini avec vous non plus. Tu vas devoir être plus fort que jamais. » L'appel se termina un peu plus tard par des détails techniques, des médicaments et des tests à refaire, mais Alvaro n'enregistra guère les détails. Ce qui ne cessait de résonner dans sa tête comme un tambour lourd, c'étaient les phrases. Mariana n'était pas morte. Elle avait pu être enterrée vivante. Il se leva de sa chaise, les jambes encore faibles, et retourna à l'unité de soins intensifs. Quand il entra, le bruit des machines l'enveloppa à nouveau. Bip, 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 le son le plus précieux au monde à ce moment-là. Il s'approcha lentement du lit et regarda son visage, pâle et distant, mais avec un filet de vie qui résistait. Il posa son front sur sa main et parla doucement, retenant ses larmes. « Ma fille, pardonne-moi de t'avoir emmenée dans cet endroit froid. Pardonne-moi d'avoir cru que tu étais partie. Je suis désolé, je te promets que je ne te traiterai plus jamais comme un corps. Plus jamais.
plus jamais. Les larmes tombèrent sur sa peau et il ne les essuya pas. Il les laissa couler. C'était la seule façon qu'il avait à ce moment-là pour laver sa culpabilité. De l'extérieur, elle ressemblait à une jeune fille profondément endormie, mais à l'intérieur, une bataille s'était livrée en silence, cachée dans les battements presque invisibles d'un cœur malade. Une bataille que personne n'avait entendue jusqu'à ce qu'un père brisé dans une morgue décide de rester quelques minutes de plus au chevet de sa fille. Des minutes qui séparaient un certificat de décès d'une seconde chance dans la vie. La nouvelle mit moins d'une matinée à se répandre dans San Miguel del Rio. Tout d'abord, ce fut la réceptionniste qui murmura à une autre employée que la fille du docteur Medina respirait à nouveau à la morgue. Puis ce fut le conducteur de l'ambulance qui le répéta à un voisin à la porte. Ensuite, le voisin le dit à sa femme. La femme appela sa sœur, et en quelques heures, toute la petite ville, unie, pleine de gens qui connaissaient le médecin de vue ou par des récits, disait déjà la même phrase. La fille qui est revenue d'entre les morts. Les gens arrivaient à l'hôpital avec des yeux pleins de curiosité, de peur et de foi. Certaines dames apportaient de simples fleurs coupées dans leur jardin, enveloppées dans du papier journal. D'autres apportaient des cartes de prière, des petits morceaux de papier avec des prières, des chapelets. « C'est pour laisser dans sa chambre, mon fils. Ils disent que c'est pour protéger cette fille », disait une vieille femme avec une main tremblante. Les infirmières essayaient de contrôler l'entrée, mais il y avait toujours quelqu'un qui se faufilait, voyait le docteur Medina dans le couloir et se mettait à pleurer rien qu'en le voyant. Il marchait lentement, traînant presque les pieds, avec sa blouse froissée et ses yeux gonflés. Il ressemblait à un homme qui avait lutté contre un ouragan et perdu, survivant par miracle. Certaines personnes s'approchèrent de lui avec prudence. « Docteur, nous prions pour elle. Dieu a été bon. Vous êtes un miracle, docteur, un miracle. » Alvaro se contenta d'acquiescer et les remercia à voix basse. Mais son regard restait distant, comme s'il était toujours prisonnier de cette chambre froide devant le drap blanc. Lorsqu'il entra enfin dans la chambre où reposait Mariana, le monde extérieur disparut. La pièce était petite et calme, éclairée par une douce lumière qui tombait sur son visage pâle. Elle était éveillée, pas complètement, mais suffisamment pour reconnaître son père. Ses yeux, encore lourds, rencontrèrent un des siens. Il s'approcha lentement, tira une chaise et s'assit à côté du lit, comme s'il s'agenouillait devant quelque chose de sacré. « Pardonne-moi, ma fille », murmura-t-il d'une voix brisée. « J'ai failli te perdre, j'aurais dû être avec toi, je n'aurais pas dû te laisser sortir seul. Pardonne-moi, s'il te plaît. » Les larmes recommencèrent à couler. Il essaya de les essuyer, mais elles ne s'arrêtaient pas. Mariana leva lentement sa main faible et fine, et toucha sa main avec effort. « Papa, ce n'était pas ta faute », murmura-t-elle d'une voix faible et traînante. « Rien de tout cela n'était ta faute. » Il ferma les yeux, sentant cela lui transpercer la poitrine comme un couteau et le guérir en même temps. « J'aurais dû le savoir », insista-t-il en tremblant. « Je suis médecin. J'aurais dû remarquer quelque chose, n'importe quoi. »« Papa, s'il te plaît », répéta-t-elle en lui serrant la main. « Ne te blâme pas. » Mais il ne le croyait toujours pas. La culpabilité brûlait dans sa poitrine comme un feu. Quelques heures plus tard, de nouveaux tests arrivèrent, de nouveaux chiffres, de nouvelles explications que personne ne voulait entendre, mais qui devaient être dites. Le médecin de la capitale parla calmement. Les résultats montrent quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant. L'état de Mariana s'est aggravé ces dernières semaines. Alvaro leva soudainement les yeux. « Comment cela a-t-il pu s'aggraver » demanda-t-il, confus et en colère contre lui-même. « Il y a des signes d'épisodes antérieurs, des évanouissements, un essoufflement, des arythmies sévères, des choses qui n'ont pas été signalées. » Il se tourna vers sa fille, qui détourna immédiatement le regard. « Mariana, » dit-il. Sa voix devint grave. « Tu t'es évanouie toute seule et tu ne m'as rien dit. » Elle se mordit la lèvre, les yeux remplis de larmes silencieuses. « Papa, je ne voulais pas t'inquiéter, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Tu travailles déjà si dur. Tu es toujours fatigué, tu souffres toujours à cause de moi. Je ne voulais pas. » Alvaro serra les poings, ferma les yeux et prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de contrôler la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. « Ma fille, » dit-il, la voix brisée. « Pourquoi m'as-tu caché ça? Pourquoi avais-je peur, papa ?» admit-elle en pleurant doucement. « Peur de te voir triste, peur que tu penses que j'allais... » Elle ne put finir. Il prit doucement son visage entre ses mains. « Ne me fais pas ça, » murmura-t-il en posant son front contre le sien. « Ne me cache plus jamais rien. » Mariana pleura, il pleura, leur tristesse à tous les deux emplissant la pièce. Mais c'était une tristesse vivante, pas la tristesse de la perte, mais la tristesse de ceux qui avaient failli se perdre. Dehors,
Toute la ville parlait de la fille revenue d'entre les morts. Mais dans cette petite pièce, il y avait autre chose. Un père qui essayait de recoller les morceaux de son cœur, et une fille qui essayait de s'excuser d'avoir caché ce qui la faisait souffrir. Et même s'ils ne le savaient pas, ils entamaient tous deux un processus de guérison que seul quelqu'un qui a failli mourir peut comprendre. L'histoire de Mariana ne resta pas entre les murs de l'hôpital. En moins de 2 jours, elle était déjà devenue une vidéo, un message audio sur WhatsApp, une publication Facebook de ses tantes, et les gens de toute la ville parlaient d'elle comme si elle était quelque chose de sacré. La fille revenue d'entre les morts, la fille du docteur Medina. Dieu l'avait ramenée à la vie, et lorsque ces phrases ont commencé à se répandre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une vague géante de solidarité a commencé à déferler à la porte de l'hôpital. Tout d'abord, ce sont les voisins qui ont apporté de simples sacs contenant des vêtements propres, des draps doux et du savon parfumé. Puis, des gens d'autres villes ont envoyé des médicaments coûteux, des inhalateurs, des vitamines, du matériel emprunté, des boîtes de liquide pour perfusion et des enveloppes contenant de l'argent froissé. Les gens arrivaient avec tristesse, comme s'ils ne voulaient pas déranger, mais les yeux brillants. « C'est pour l'aider », a déclaré une dame vêtue d'une robe à fleurs en mettant 100 pesos dans une boîte transparente. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais Dieu a multiplié cela dans mon cœur. Une autre femme est venue avec 3 bocaux de soupe maison, encore chaude, pour que la jeune fille puisse reprendre des forces. Elle a besoin de bien manger. Et il y avait une vieille dame, âgée d'environ 70 ans, vêtue d'un vieux châle, les mains minuscules serrant un chapelet. Elle a demandé à voir le médecin et les infirmières lui ont laissé le passage. Quand elle a vu Alvaro assis dans le couloir, fatigué, les yeux cernés et les épaules affaissées, elle s'est approchée lentement de lui, a posé sa main ridée sur son bras et lui a dit d'une voix douce mais ferme « Docteur, Dieu vous a utilisé pour la sauver. » Alvaro a essayé de sourire, mais son sourire s'est transformé en larmes. Avant de pouvoir terminer, il baissa la tête et pleura là, assis sur le banc dur de l'hôpital, tandis que la dame lui caressait le bras comme une grand-mère réconfortant son petit-fils. Ce n'était plus un cri de peur ou de culpabilité, mais un cri de gratitude si grande qu'elle ne pouvait tenir dans ses yeux. Il s'essuya le visage, prit une profonde inspiration et dit « Merci, merci, vraiment merci ». La femme sourit, comme si elle comprenait sa douleur, rien qu'en le regardant. Dieu l'avait ramenée, maintenant prenez soin d'elle, et elle s'éloigna lentement, le chapelet suspendu à sa main. À la fin de cette semaine, l'histoire avait déjà traversé les frontières. Des gens venus de très loin ont commencé à envoyer des messages pour demander comment ils pouvaient aider, de combien la jeune fille avait besoin, qu'elle devait vivre, et sans qu'Alvaro s'y attende, ce qu'il n'aurait jamais osé demander a commencé à arriver. D'importants dons, bien plus importants que n'importe quel salaire qu'il pouvait gagner. Le directeur de l'hôpital est entré dans la chambre un jour, une tablette à la main, les yeux écarquillés. « Docteur, les gens ont réuni les fonds nécessaires pour son traitement dans la capitale. Tout, absolument tout. » Alvaro ouvrit grand les yeux, incrédule. « Comment, si rapidement, docteur ? C'est parce que tout le monde a vu ce que vous avez fait. Tout le monde a vu votre douleur, votre combat, votre foi. Ils veulent simplement vous aider. » Il se couvrit la bouche de la main, essayant de ne pas pleurer, mais il n'y parvint pas. Mariana, allongée, sourit doucement, en voyant son père s'effondrer, cette fois de joie. « Papa, murmura-t-elle, c'est fini, c'est fini. » Il prit sa main dans les siennes, comme s'il tenait un petit miracle vivant et chaleureux. Quelques jours plus tard, elle se rendit dans la capitale, dans le grand hôpital rempli d'équipements modernes, rempli de gens qui parlaient vite. Cela leur semblait être une autre planète, à elle comme à lui. L'intervention dont elle avait besoin était coûteuse, compliquée, délicate, le genre de traitement que, s'il ne dépendait que de son salaire, il n'aurait jamais pu se permettre. Mais ce jour arriva. Alvaro resta dans la salle d'attente pendant des heures. Il ne pouvait même pas rester assis. Il faisait les 100 pas, se passait la main dans les cheveux, priait doucement, serrant le chapelet que quelqu'un avait laissé dans la poche de sa blouse. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, il tournait la tête, attendant des nouvelles. Son cœur ne s'arrêtait pas une seconde, et lorsque le médecin est enfin sorti, retirant son masque et souriant avec fatigue, il s'est presque effondré. « Docteur Medina » a-t-elle dit calmement, « tout s'est bien passé, très bien, votre fille est forte. » Il lui fallut quelques secondes pour comprendre, puis il se couvrit le visage des 2 mains et se remit à pleurer. Mais c'étaient des pleurs purs, bons, pleins de vie. Les semaines passèrent, et le jour où Mariana retourna à l'hôpital San Miguel del Rio, le soleil brillait, illuminant le simple couloir où tout avait commencé.
Alvaro l'attendait, debout au milieu du couloir, les mains jointes devant la poitrine, le cœur battant aussi fort que celui d'un enfant. Lorsqu'elle apparut, marchant pas à pas, souriante, il porta la main à sa bouche, incrédule. Mariana murmura comme si elle prononçait ce nom pour la première fois. Elle ouvrit les bras, et il courut vers elle et la serra si fort dans ses bras qu'on aurait dit qu'il voulait la presser contre sa poitrine pour ne plus jamais la lâcher. Elle rit doucement, posant son visage sur son épaule. « Papa, je suis là », dit-elle d'une voix douce. « Je suis en vie. » Il ferma les yeux et répondit dans un murmure. « Merci, mon Dieu, merci. » Et là, dans ce simple couloir, un père et sa fille renaissaient ensemble, une renaissance qui venait non seulement du miracle, mais aussi de la foi, de la douleur de toute la ville et d'un amour qui n'avait jamais abandonné. Cette nuit-là semblait comme toutes les autres à l'hôpital, mais ce n'était pas le cas. Le couloir était silencieux, à l'exception du bip lointain d'un moniteur dans une chambre. Alvaro marchait lentement, d'un pas lourd, ressentant chaque recoin de ce bâtiment qui avait été sa deuxième maison pendant tant d'années. Il entra dans la petite pièce où il laissait toujours sa blouse. La lumière jaune éclairait la vieille table, rayée sur le dessus, marquée par des stylos et des papiers. Et il s'arrêta là et regarda la blouse suspendue au crochet. Ce tissu blanc qui avait absorbé l'odeur des médicaments, de la sueur, de la peur et de la responsabilité, ce morceau de tissu qui l'avait accompagné dans la joie de sauver des vies et dans la douleur de les perdre. Il le décrocha délicatement du crochet, passa sa main dessus comme pour dire au revoir à un vieil ami, puis le plia soigneusement et le posa sur la table. « Je ne peux plus continuer à travailler avec la mort », murmura-t-il presque, alors qu'il n'y avait personne dans la pièce pour l'entendre. Il prit une profonde inspiration, la voix brisée à la fin. « J'ai failli perdre ma fille sur cette table. » Les yeux remplis de larmes, il cligna lentement des paupières, laissant 2 larmes tomber sur la blouse pliée. Dans son autre main, il tenait une enveloppe contenant sa lettre de démission manuscrite, pleine de ratures, car il l'avait réécrite tant de fois qu'il ne savait plus par où commencer. Lorsqu'il remit l'enveloppe au directeur de l'hôpital, ce fut comme si un poids qu'il portait depuis des années venait de lui être enlevé. « Êtes-vous sûr, docteur Medina ?» demanda le directeur avec un regard triste, presque suppliant. Alvaro se contenta d'acquiescer. « Oui, je suis sûr. » Et à ce moment-là, pour la première fois depuis de nombreuses années, il respira légèrement, une étrange nouvelle légèreté qui était presque effrayante. C'était comme s'il avait enfin lâché le dernier fil qui le reliait aux ombres des morts. Plus tard, avant de partir, il se dirigea vers la morgue et s'arrêta à la porte. Son cœur se serra. La pièce était vide, silencieuse, baignée de cette lumière blanche et froide qu'il connaissait si bien. C'était le même endroit où il avait ressenti le plus grand désespoir de sa vie, où il avait crié et pleuré, où le sol s'était effondré sous ses pieds, où il avait cru que sa fille était morte. Il s'approcha de la table métallique et passa lentement sa main dessus, comme s'il touchait quelque chose de sacré et de terrible à la fois. La surface lui rappela chaque seconde de cette nuit-là, le drap blanc relevé, le visage de sa fille, sa chute à genoux, le cri, le soupir. Il ferma les yeux et murmura « Merci, mon Dieu, de m'avoir rendu ma petite fille. » Le son resta emprisonné dans cet air froid. Puis il se retourna, se dirigea vers la porte et, d'un geste ferme, la ferma, comme si elle tournait une page trop douloureuse pour rester ouverte. Dehors, le couloir était éclairé par le soleil de l'après-midi qui passait à travers les fenêtres, une teinte dorée et chaleureuse qui contrastait avec l'intérieur du bâtiment. Et là, appuyée contre le mur, se tenait Mariana, avec un petit sourire fatigué, mais pleine de vie. Quand elle vit son père, elle sourit encore plus largement, un de ces sourires qui illuminent tout le visage. « Papa, rentrons à la maison », demanda-t-elle d'une voix douce. Alvaro ne répondit pas par des mots. Il s'approcha simplement d'elle et la serra dans ses bras. Un câlin fort, comme s'il serrait ce qu'il aimait le plus au monde. Un câlin qui disait tout ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. « Je t'aime, j'avais peur, j'ai cru que je t'avais perdu. Merci d'être revenu. » Elle posa son visage sur sa poitrine et ferma les yeux, ressentant la sécurité de cette étreinte qui l'accompagnait depuis son enfance. Ils restèrent ainsi un moment en silence, se contentant de sentir leur cœur battre l'un contre l'autre. Le soleil les baignait tous les deux, réchauffant ce moment comme si le monde recommençait à zéro dans cette étreinte. Et d'une certaine manière, c'était le cas, car ce jour-là, Alvaro n'avait pas seulement sauvé la vie de sa fille, il avait sauvé sa propre âme et ouvert la voie à un avenir qu'il avait failli ne pas pouvoir vivre avec elle. Si cette histoire vous a touché,
Écrivez-le dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour écouter des histoires qui réchauffent l'âme.